De l'art et du cochon, une émission du Plumeau. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur De l'art et du cochon, votre podcast culture. C'est aujourd'hui notre deuxième émission, et notre ligne de conduite reste inchangée. Si vous pensez que les Inrocks débloquent, que l'IB manque d'idées et que Télérama ne comprend pas, cette émission est faite pour vous. Tous les mois, nous nous retrouvons pour discuter ensemble de l'actualité culturelle, des livres dont on parle trop ou pas assez, des films à voir ou à éviter, avec à chaque fois un même objectif, révéler ce qu'une œuvre dit de notre époque, avec son regard, ses obsessions et, évidemment, ses idéologies. Avec moi aujourd'hui, comme toujours, Antoine. Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Bonjour Claude, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va parfaitement, et puis ça va d'autant mieux que je sais que cette deuxième émission sera à la hauteur de la première, voire mieux, si c'est possible, car le programme qui nous attend est tout à fait alléchant. Oui, on ne chôme pas, on a un programme chargé comme lors de notre première émission, puisque nous allons parler dans un premier temps de La Panthère des Neiges, l'ouvrage de Sylvain Tesson qui a obtenu le prix Renaudot 2019. On parlera ensuite du film d'Abdelraouf Dafri, Qu'un son impur, qui est en salle actuellement. Et puis on terminera avec l'exposition qui a lieu actuellement au Centre Pompidou autour de l'œuvre de Christian Boltanski et qui s'intitule Faire son temps. Eh bien c'est parti. Et on attaque tout de suite avec notre premier sujet. On va évoquer l'ouvrage La Panthère des Neiges, qui est le dernier ouvrage de Sylvain Tesson, qui a obtenu le prix Renaudot en 2019. Alors Sylvain Tesson, on ne le présente plus, c'est un des écrivains phares de la littérature française contemporaine, qui a obtenu dans ses derniers ouvrages à la fois un succès critique et un succès public, assez étonnant d'ailleurs, dont on pourra reparler. C'est un écrivain voyageur, la plupart de ses livres portent sur le thème du voyage, de l'aventure, avec un goût prononcé pour la contemplation et un certain goût également pour la remise en question de certains des préjugés du monde moderne. La Panthère des Neiges, c'est un ouvrage, c'est également un récit de voyage dans lequel il accompagne son ami photographe Vincent Munier au Tibet pour photographier la Panthère des Neiges. Observer la Panthère des Neiges est un privilège puisque c'est un animal qui vit dans un environnement difficile d'accès et dont il reste moins de 8000 individus actuellement. Donc c'est un ouvrage qui sera porté à la fois sur la découverte et sur la contemplation. Claude, qu'en as-tu pensé ? Eh ben écoute Antoine, j'ai beaucoup aimé. Alors je suis un lecteur de Sylvain Tesson depuis quelques années. Je l'ai découvert comme beaucoup de gens en 2016 avec Sur les chemins noirs, donc qui était un récit de voyage à travers la France, qui était aussi un récit de convalescence puisque Tesson est un aventurier par beaucoup d'aspects et après une chute alcoolisée d'un toit, il s'est retrouvé... Oui, c'est un aventurier de la Dive Bouteille, en plus d'être un aventurier... Il a aussi exploré longtemps le fond des bouteilles. Et effectivement, après avoir glissé d'un toit, il s'était gravement blessé. Et pour sa convalescence, il avait marché d'un bout à l'autre du pays et ça avait donné ce livre superbe que je vous recommande. Dans celui-ci, La Panthère des Neiges, on retrouve ce qui fait le sel de Tesson dans chacun de ses livres. D'abord son style. Alors on pourrait, chers auditeurs, vous citer de nombreux passages de ce récit qui illustreraient à quel point la plume de Tesson est délicieuse. On vous laissera néanmoins le privilège de la découvrir par vous-même. Ce style, il rend de manière particulièrement aiguë son talent de chasseur de beauté, c'est-à-dire qu'il sait la saisir au vol dans ses voyages et nous la faire partager grâce à ce style. Après, comme souvent avec Tesson, il y a en fait deux livres en un qui se nourrissent réciproquement. Il y a d'une part un carnet de voyage, une facture finalement assez classique, et puis aussi, ce qui est plus rare dans les récits de ce type, un cahier d'aphorismes, c'est-à-dire de courtes pensées qui sont censées, mises bout à bout, exprimer une vision du monde. On sait que Tesson a déjà fait des livres qui sont de purs carnets d'aphorismes. Je pense notamment à Géographie de l'instant, qui correspond clairement à cette définition. Tesson, au Tibet comme ailleurs, médite devant l'immensité du monde, qui prend la forme particulière de l'endroit où il se trouve. C'est vraiment le contraire d'un idéologue ou d'un doctrinaire, de quelqu'un qui cherche à plaquer des idées préconçues sur le monde qu'il perçoit. À l'inverse, on pourrait dire que à la mode de l'aphorisme, justement, il développe une pensée par petites touches, un peu comme un peintre pointilliste. Les qualités donc, qui sont celles de Tesson de manière générale, et puis aussi les défauts qui sont ceux de Tesson dans tous ses livres jusqu'à présent.
L'un d'entre eux qui a tendance à s'accentuer ici, à mon sens, c'est qu'on soupçonne parfois Tesson de jouer Tesson, d'en rajouter dans l'affectation anti-technicienne, anti-moderne. Voilà, on sent que c'est parfois un petit peu trop appuyé et ça peut nuire à la force du propos. Oui, je te rejoins sur tes éloges de la qualité d'écriture de l'ouvrage de Tesson. C'est un style vraiment racé. Sur un ouvrage assez court, on a une densité de formules, d'aphorismes qui est proprement incroyable et on pourrait en retirer tout un carnet de citations. C'est vraiment remarquable de ce point de vue-là. Au-delà des aphorismes qu'on retrouve finalement, qu'on a retrouvé déjà dans les précédents bouquins de Tesson, hein, en fait, je te rejoins également sur le fait que Tesson, on pourrait lui reprocher de s'enfermer un petit peu dans son personnage et de ne pas suffisamment renouveler ses thèmes ou son approche. Mais au-delà des aphorismes ponctuels qu'on retrouve dans le livre, il y a des fils conducteurs qui sont un petit peu nouveaux chez lui. J'ai relevé une métaphore religieuse assez récurrente. Donc c'est un livre qui est essentiellement centré sur l'attente. On doit se placer à un endroit et attendre que l'animal surgisse pour le photographier, attendre parfois des jours entiers sans bouger, tapis dans un recoin. Et à chacun de ces moments d'attente, on a une métaphore religieuse qui ressurgit avec un parallèle entre l'attente et la prière ou l'adoration eucharistique. Tesson fait une rétrospective sur l'adoration eucharistique de son enfance qui lui revient en mémoire au moment de ces moments d'attente. Et puis un autre thème que j'ai trouvé intéressant qui revenait plusieurs fois dans le livre, c'était l'harmonie de la nature, la nature qui est tellement harmonieuse et bien organisée qu'on pense par moments qu'elle a été façonnée par l'homme. Elle est si bien agencée qu'on pourrait songer à une construction artificielle. Et puis finalement, on s'aperçoit que si on la compare à certaines constructions artificielles, que l'organisation par la main de l'homme est finalement, malgré toute la volonté qu'on peut y mettre, moins belle, moins réussie, moins harmonieuse que celle qui est exercée spontanément par la nature. Et effectivement, en contrepoint, il y a le point de la misanthropie anti-moderne de Tesson qui revient un petit peu comme un gimmick, parfois de manière un peu agaçante, parce qu'on pourrait trouver que cette misanthropie est un peu gratuite. Tesson met en avant la beauté des paysages qu'il a en face de lui, mais on pourrait penser que finalement cette beauté n'existe pas réellement par elle-même, mais seulement si on peut l'apercevoir. Il y a une citation qui est souvent attribuée à Oscar Wilde et qui dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, et on pourrait se demander finalement si un paysage vide de toute présence humaine, comme semblerait le souhaiter Tesson par moment, serait également un paysage beau, puisque finalement la beauté n'existe pas indépendamment du regard qui est capable de la saisir. Et puis d'autre part, sans un minimum de progrès humain, on pourrait penser que la plupart des aventures de Tesson, dont celle-ci, auraient été relativement inenvisageables. Oui, non, je suis bien d'accord. Après, c'est vrai que Tesson a cette particularité très peu française, finalement, de rechercher ce qu'il appelle des terres pré-adamiques, c'est-à-dire des endroits où la marque de l'homme n'a pas laissé sa trace, ce qui évidemment n'est pas le cas de la France, qui lui offre des espaces naturels sublimes, mais où, à l'inverse, la trace des siècles est partout. L'un des points qui m'ont particulièrement marqué dans ce Tesson-là, c'est aussi le fait que cette traque sans armes de la Panthère des Neiges le ramène à des expériences intimes. C'est-à-dire que le Tibet lui rappelle cette femme des Landes dont on comprend qu'elle fut son grand chagrin d'amour. La Panthère des Neiges qui finit par apparaître devant ses yeux, attention, spoiler chers amis, eh bien cette panthère lui évoque sa défunte mère. On ressent toujours chez Tesson, mais ici de manière particulièrement marquée, une forme de tension entre la soif de découvrir et la tentation du repli, de l'ermitage. C'est à la fois l'auteur de Bérésina, qui est un récit de voyage sur une moto à toute berzingue entre Moscou et les Invalides, et de Dans les forêts de Sibérie, qui à l'inverse est un récit d'ermitage dans une cabane au bord du lac Baïkal. Finalement, ces deux romans résumaient ces deux aspirations contradictoires. Et bien, dans La Panthère des Neiges, il arrive à marier les deux, même si la traque et la patience que tu évoquais le font plutôt pencher du côté de l'ermitage. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à un paradoxe apparent et plus général, qui est que les grands voyageurs sont aussi souvent ceux qui ont le
le plus besoin d'enracinement, ce besoin essentiel de l'âme humaine, pour citer Simone Veil. Un exemple typique en la matière, c'est Barrès. Barrès qui est à la fois le chantre de la terre et des morts, de l'enracinement dans sa petite patrie lorraine, et en même temps un grand voyageur dont les carnets de voyage ont, je crois, été réédités récemment dans la collection Bouquins de Robert Laffont. Et puis même de manière plus lointaine et plus ancienne, c'est une intuition qu'on retrouve dans la littérature européenne dès ses origines, c'est-à-dire que la découverte du vaste monde génère un amour renouvelé du chez-soi, une oïkophilie pour parler comme les pédants. Donc voilà, c'est dans Homère, c'est dans l'Odyssée, c'est dans l'Iliade. C'est clairement dans ce chemin-là que s'inscrit Tesson. Ça fait écho aussi au Chemin Noir que j'évoquais tout à l'heure, son livre sur la France. C'est seulement après avoir exploré la Terre entière qu'il a pris conscience des trésors de la France hyper rurale, comme le disent les technocrates. Oui, Tesson a plutôt un goût pour évoquer ses aventures dans des contrées lointaines, mais on sent quand même, en le lisant, que c'est un personnage profondément enraciné. Et c'est pour ça que ses récits de voyage sont bons. Si on n'est pas enraciné, et ici je ne parle pas seulement d'enracinement géographique, d'être quelque part dans le monde, mais je parle aussi d'enracinement spirituel. Si on n'est pas enraciné, on ne peut pas vraiment voyager, ou alors on se limite à une forme de voyage adolescent, celle du déraciné qui veut simplement oublier son quotidien et qui cherche un dépaysement. Mais le voyage ne se résume pas au dépaysement, en tout cas le voyage qui permet de produire une œuvre. Si on ne comprend pas instinctivement ce qu'est l'enracinement, on ne peut pas prétendre saisir les cultures et les peuples qu'on rencontre au cours de ces voyages. Et même dans un ouvrage comme celui de Tesson, où finalement il est assez peu au contact des cultures du Tibet, il ne peut pas saisir l'ambiance et la façon dont ce paysage auquel il est confronté doit être ressenti s'il n'a pas lui-même conscience de sa propre culture. Et c'est pour ça que c'est un voyage qui est à l'opposé du voyage de type touristique qui nous est vendu aujourd'hui, puisque le voyage touristique finalement est une sorte de nombrilisme où on se regarde soi-même dans un décor différent, où tout s'effectue sur un chemin balisé, sur un chemin banalisé, et où on peut dire d'une certaine manière que le tourisme a tué le voyage. Je pense que Tesson doit être assez hostile à ces formes de tourisme qui se développent aujourd'hui, et ce roman, ce récit de voyage est à l'opposé de toute cette conception-là. Oui, c'est clair, et puis en fait c'est justement parce qu'il connaît la polyphonie du monde, qu'il l'aime, que Tesson ne se résigne pas au tourisme de masse et à ce qu'on pourrait appeler la starbuckisation galopante. Il est engagé dans une sorte de course contre la montre pour lui échapper. Ses voyages ressemblent à une fuite sans cesse renouvelée. Et d'ailleurs, même dans ce Tibet, qu'on peut supposer encore traditionnel, eh bien, Tesson nous dit qu'il voit surgir le spectre de l'uniformisation, alors qu'il prend notamment la forme des cabanes en tôle, dans lesquelles des ouvriers chinois veulent aménager des espaces qui sont encore sans marque humaine majeure. Ce qui m'a évoqué le passage d'un auteur qui m'est cher, qui s'appelle Paul Ceran, qui est un journaliste et écrivain de la seconde moitié du XXe siècle, et qui écrivait dans sa lettre à Louis Pauwels sur les gens inquiets, un passage qui disait ce que dit Tesson 40 ans avant. Je cite donc Paul Ceran. « Si toutefois les forces d'uniformisation à l'œuvre sur toute la planète doivent l'emporter, c'en sera bien fini de cette renaissance en laquelle je persiste à mettre mon espoir. On ira partout, et ce sera partout pour trouver la même chose. D'un bout à l'autre de l'Europe, en Afrique aussi bien qu'en Asie, en prenant les mêmes avions pour découvrir partout le même grand hôtel, dont les chambres donneront sur les mêmes grands ensembles, partout le même air conditionné, la même cuisine internationale, les mêmes hôtesses au même sourire fait pour les chèques sourires, partout le même érotisme aseptisé, les mêmes sexo shops, les mêmes Eros Center, partout les mêmes foules habillées de la même façon, capables partout de comprendre le même Basic English. Côté culture, partout le même snack UNESCO, le même cocktail de post-christianisme, de démocratisme, de freudisme et de marxisme, servi par les mêmes ecclésiastiques et les mêmes politiciens syncrétistes et universalistes. Partout aussi, bien sûr, des parcs naturels, des réserves, des aires protégées pour tout ce qui subsistera de paysages et de vie autochtones. Les touristes y afflueront, ils diront « c'est folklore », et en rentrant au bar de l'hôtel, ils auront droit, entre deux rengaines internationales, à un chanteur typique, dernier survivant d'une ethnie disparue. En buvant les mêmes derniers whisky que partout ailleurs, ils trouveront que c'est de plus en plus folklore. Ils auront ainsi partout, pour quelques heures, l'impression d'être au paradis. Se croire au paradis par erreur, c'était, pour Simone Veil,
la définition même de l'enfer. C'est extraordinaire, c'est un texte qui date des années 70. De 1972. C'est d'une pression absolument Assez affolante, ouais. incroyable. Oui, je voudrais rebondir en parlant du fait que ce livre de Tesson, qui a obtenu le prix Renaudot 2019, donc qui a été un succès critique, a aussi été un succès de librairie assez impressionnant. Et je pense que ce succès nous dit quelque chose de l'esprit de notre époque. De la même façon que Houellebecq a réussi à être un succès de librairie en abordant des sujets a priori difficiles, Tesson est un succès de librairie pour la même raison, parce qu'il arrive à dire quelque chose de notre époque, à sentir quelque chose qui est perçu par beaucoup de gens aujourd'hui. Je pense que ce qui explique le succès d'un livre comme La Panthère des Neiges, c'est qu'il fait ressortir un besoin de contemplation, un besoin de beauté, un besoin de lenteur, qui s'inscrit en négatif absolu du quotidien de beaucoup de gens aujourd'hui, et qui les inspire énormément à la lecture de ce livre. Oui, bah, je suis d'accord avec ce constat, et puis c'est d'autant plus remarquable ce succès public de Tesson qu'il appartient à une catégorie finalement assez marginalisée dans l'histoire de la littérature française, qui est celle des écrivains aventuriers. En effet, nos écrivains voyageurs ont plus souvent été des attachés d'ambassade ou des hôtes de grands hôtels que des trappeurs en peau de bête. Je pense notamment à Paul Morand. Paul Morand, dont les écrits de voyage, merveilleux par beaucoup d'aspects, doivent beaucoup à sa carrière d'ambassadeur, de diplomate. Il a parcouru l'Europe en grand bourgeois plutôt qu'en explorateur. Alors bon, il y a quelques exceptions. Les deux grands auteurs qui contredisent cette règle générale étant Chateaubriand, qui a exploré l'Amérique sauvage durant son exil à la fin du XVIIIe, et qui a rencontré des Indiens, etc. L'autre grand exemple, c'est Malraux en Asie. Mais enfin, on ne peut pas s'empêcher de penser que si les deux noms en question sont ceux de grands écrivains, surtout Chateaubriand, ce sont aussi des grands mythomanes. Et il est difficile de faire la part du roman et celle du récit de voyage dans leurs écrits sur le sujet. Oui, absolument. En littérature française, on pourrait également ajouter Blaise Cendrars, notamment son ouvrage Bourlinguer, qui est un des exemples d'écrivains voyageurs qu'on peut voir au XXe siècle. Mais c'est vrai que c'est une catégorie qui est plus présente dans la littérature internationale que dans la littérature française d'une manière générale. Un exemple iconique dans la littérature internationale, c'est évidemment l'écrivain américain Jack London. Donc c'est une littérature qui a un petit peu disparu en France, même si elle subsiste encore plus marginalement. On peut citer des écrivains comme Patrice Franceschi ou Gérard Chalion, qui est devenu un essayiste en géopolitique depuis. Gérard Chalion a par exemple écrit La Pointe du Couteau, qui est le récit de ses aventures de jeunesse et de ses voyages qu'il a effectués dans sa jeunesse. Vous avez la collection Point Aventure, qui est consacrée à des auteurs de ce type-là. D'ailleurs, Chalian, Franceschi et Sylvain Tesson, avec d'autres auteurs, ont publié plusieurs ouvrages collectifs dans cette collection. Par exemple, L'aventure, le choix d'une vie. C'est des ouvrages qui sont consacrés au sens de l'aventure et aux possibilités d'aventure dans le monde moderne. Donc cette littérature, même si elle devient plus marginale aujourd'hui, nous montre qu'il y a encore des raisons d'espérer et mérite qu'on s'intéresse à elle. Autre sujet au programme de cette émission, 1500 impurs, film sorti en salle le 22 janvier, réalisé par Abdel Raouf Dafri. C'est son premier film en tant que réalisateur, puisqu'il est surtout scénariste de carrière. On lui doit notamment le scénario d'Un prophète, film multi-récompensé de Jacques Audiard, ainsi que ceux du biopic de Mérine et de la série Braco. En passant derrière la caméra, Raouf Dafri s'attaque d'emblée à un sujet brûlant, s'il en est, la guerre d'Algérie. Dans ce film, le colonel Paul Andreas Breitner, ancien de la guerre d'Indochine, dont on comprend qu'elle l'a ravagé psychologiquement, est rappelé de sa retraite pour mener une opération visant à récupérer le corps du colonel Simon Deslignières, porté disparu dans une région des Aurès aux mains du FLN. Le colonel Breitner va constituer à cet effet un commando assez improbable, qui tentera d'avancer et de survivre dans ce qui est véritablement une poudrière. Antoine, qu'est-ce que t'a inspiré ce coup d'essai ? Bien, pour parler d'abord des points positifs, j'ai été surpris par la qualité de la réalisation, surtout pour un premier film en tant que réalisateur. Abdel Raouf Dafri était jusque-là scénariste sur ses précédents films, notamment dans la représentation de la violence, qui est une représentation très tarantinienne, très graphique de la violence, mais qui est vraiment réussie.
L'autre point plutôt réussi, j'ai trouvé du film, à rebours de certaines critiques d'ailleurs qui ont été faites, c'est la représentation non manichéenne des personnages. Alors, une représentation non manichéenne en apparence seulement, on y reviendra tout à l'heure, mais la personnalité et le parcours des personnages est un petit peu dénué de manichéisme, dans le sens où les personnages qui avaient une vision préconçue et binaire au début du film vivent en quelque sorte un parcours initiatique qui leur font perdre leurs illusions au cours du film. On peut citer à cet égard, sans spoiler, le personnage d'Asia, qui est exactement dans cette situation. Et on a des personnages au sein desquels cohabite une certaine droiture morale et en même temps un comportement un peu psychopathe. C'est le cas notamment du personnage de Martilla. Donc ça donne des personnages assez complexes avec une certaine épaisseur, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, qui viennent compenser un scénario finalement un peu fainéant, qui est très largement inspiré dans sa trame générale d'Apocalypse Now, qui a tendance à parfois partir un petit peu dans tous les sens, notamment sur la fin, sans dévoiler des éléments d'intrigue où l'action s'accélère brutalement de façon un petit peu absurde par moments. Et donc on a des références assez transparentes d'Abdel Raouf Dafri, l'inspiration visuelle qui semble plutôt, elle, puiser du côté de Tarantino, tandis que l'inspiration scénaristique puise plutôt du côté d'Apocalypse Now, et j'ai trouvé que l'aspect visuel était plus réussi que l'aspect scénaristique. Bah, écoute, en ce qui me concerne, j'ai été plutôt agréablement surpris par le film, ce qui m'a pas empêché d'être aussi un peu agacé par moments. Euh, Avant d'aller le voir, je connaissais surtout Raouf Dafri comme l'homme qui avait fait sortir Alain Finkielkraut de ses gonds sur le plateau de Frédéric Tadei, racontant n'importe quoi sur des sujets qu'il ne connaissait pas. Le fameux Taisez-vous. C'est le fameux épisode du Taisez-vous, Il faut tout à fait. effectivement signaler qu'Abdel Raouf Dafri est à l'origine d'un des mèmes les plus célèbres de la décennie précédente. C'est ça, les historiens de l'internet lui rendront les hommages qui lui sont dus dans les Absolument. décennies qui viennent. Donc voilà, en allant voir le film, je pouvais m'attendre au pire. Ma crainte était renforcée aussi par l'affiche du film, qui figure, si je ne m'abuse, un soldat étouffé par un drapeau français. Oui, le message est assez grossier, on va dire. C'est ça. La métaphore n'est pas extrêmement subtile et est assez peu implicite. finalement, Oui. l'affiche révèle certains défauts du film qu'on retrouve en le regardant. Hein. C'est ça, et des défauts du film qui semblent confirmés par les 5 premières minutes, qui consistent surtout en une séance de torture pratiquée par des parachutistes. Alors on pouvait effectivement redouter un simple film de propagande, sans nuance et sans brio, mais forcément applaudi par la presse. Et en fait, le résultat, malgré ses imperfections et ses contradictions, vaut mieux que les présupposés qui étaient les miens. Comme tu le disais, cinématographiquement, c'est assez réussi. Il y a une énergie, un rythme qui tiennent le spectateur pendant toute la durée du film. Bon, l'inspiration western est vraiment évidente dans la lumière que tu évoquais, dans la façon de filmer, dans les décors qui pourraient être ceux de l'Ouest sauvage américain. Dans un art de la réplique aussi qui cingle avant que le revolver ne tire. Car oui, chers auditeurs, autant vous prévenir, le film est vraiment très violent, du début à la fin, avec des scènes parfois difficilement soutenables. À ce propos, c'était d'ailleurs assez drôle de lire la chronique des Inrecuptibles sur ce film, qui le descendait plutôt, en l'accusant de représenter la violence avec une complaisance coupable. Alors effectivement, on est plus proche d'un Tarantino que d'une fable larmoyante. C'est vrai que c'est souvent drôle de lire les critiques des Inrecuptibles, mais là c'était drôle d'une façon un peu inattendue. C'est ça, ils ont été drôles par surprise. Bon alors bien sûr, les cinéphiles les plus avertis, dont font peut-être partie les journalistes des Inrocks, diront que malgré tout il y a des imperfections dans la caméra, les coutures sont un peu visibles, ça reste un premier film, mais ça ne change pas un bilan de forme qui est vraiment globalement positif. Et puis le fond du propos n'est pas aussi tranché ou unilatéral qu'on pouvait le redouter. On voit dans le film que le FLN torture lui aussi et qu'il abat des hommes sans défense. On voit que des soldats français peuvent sauver les enfants d'un village dont les parents ont été massacrés par des pillards, puis plus tard tenter de délivrer une jeune félaga, Asia, que tu évoquais, à laquelle ses camarades imposent les pires sévices. Alors tout ça peut paraître évident aux yeux d'un spectateur informé, ça l'est peut-être moins dans un certain milieu culturel, mais si le film est loin d'être manichéen, il est aussi loin d'être neutre.
Oui, il faut insister sur la différence entre effectivement un traitement non manichéen dans le scénario, dans les scènes qui sont représentées, et en même temps un point de vue qui est tout sauf neutre. Euh, Si les personnages du film, le déroulement du film tentent explicitement de s'éloigner de tout manichéisme, on insiste sur le fait que les exactions ont lieu des deux côtés, et on représente visuellement des exactions qui ont lieu des deux côtés. En réalité, le fond du propos est quand même beaucoup à charge contre les Français, dont la violence semble toujours gratuite, tandis que la violence des Algériens est davantage justifiée en creux. Et c'est un film qui semble parfois porté par un certain ressentiment de la part de son réalisateur. Euh, J'ajouterais que le film parfois cède à la tentation un petit peu facile de voir la guerre essentiellement à travers les exactions qui sont commises et les crimes de guerre. On a l'impression un peu caricaturale que à chaque fois que les personnages qui voyagent jusqu'à leur objectif dans des jeeps, à chaque fois qu'ils passent derrière une dune, ils tombent sur une scène d'exaction, une scène de pillage, une scène d'exécution sommaire. Et on retrouve un peu le poncif, entre guillemets, parce qu'il a été beaucoup utilisé, même si on peut le comprendre, le poncif des personnages qui sont soumis au stress post-traumatique suite à leur participation à des conflits antérieurs. Et finalement, tout ça, ça souligne la difficulté de représenter la guerre, et l'approche qui est choisie par Abdelraouf Dafri a été souvent vue, et parfois mieux réussie ailleurs. On pourrait finalement souligner des approches différentes qui ont été quelquefois plus réussies, par exemple dans un autre domaine, hein, puisque c'est dans le domaine littéraire, mais on peut prendre l'exemple de Junger dans Rage d'acier, qui représente l'horreur de la guerre, non pas comme ici à travers des scènes de violence paroxystiques, mais simplement par le fait que la mort s'immisce dans les banalités de la vie quotidienne du soldat. Donc à l'opposé des scènes de violence graphique que nous propose ce film, on a ici la scène d'un soldat qui se prend une balle en allant chercher de l'eau et qui meurt bêtement comme ça. Et finalement, l'horreur de la guerre ici est suggérée de façon peut-être plus puissante qu'à travers une scène de violence paroxystique. Scène de violence que ici Dafri veut absolument nous montrer. C'est parfois réussi, mais c'est parfois aussi un peu ridicule. On a une scène avec un militaire français qui dit devoir faire une entorse aux conventions de Genève en faisant fusiller sommairement des Algériens qui n'ont pas chanté la Marseillaise en rythme. Donc les personnages se trouvent parfois dans des situations un peu grotesques et très peu crédibles, et d'ailleurs assez peu justifiées historiquement, dans le seul but d'amener à une scène de violence. C'est peut-être un des écueils sur lequel bute ce film. Bah oui, dans la réalité, les horreurs de la guerre sont bien plus souvent banales que spectaculaires, et on peut avoir du mal à le percevoir au visionnage de ce film, qui souffre d'un biais idéologique assez net, malgré sa relative absence de manichéisme dans le traitement individuel des personnages, et qui souffre aussi, mais ça en découle, de certains anachronismes qui reflètent un peu les obsessions de l'auteur. Je pense notamment au fait que, pour le convaincre d'aller chercher le corps de son fils, la mère du colonel Deslignières menace le colonel Bretner de faire sauter le titre de séjour de Sua Lintang, sa compagne indochinoise, qui a dû quitter son pays avec lui à la fin de la guerre en raison du soutien apporté par son peuple Hmong à la France, et sa compagne qui était elle-même présente à Dien Bien Phu. Bon, autant vous dire que les cas comme ça n'étaient pas régis par le droit commun des étrangers, et qu'on n'allait pas expulser cette pauvre indochinoise vers un pays qui ne la reconnaissait pas comme une citoyenne. Et puis surtout, comme tu le disais, si la violence des deux camps est exposée, celle de l'armée française l'est nettement plus. Elle prend des formes absurdement cruelles. Il y a aussi parfois des éléments qui peuvent relever d'une forme de diffamation, c'est-à-dire qu'on évoque des présumés massacres d'enfants algériens par l'armée française. La réalité historique de ce fait me paraît extrêmement incertaine, hein. Je ne sais pas où il allait chercher ce point précis, même si évidemment l'armée française a commis des exactions, comme c'est le cas dans la plupart des guerres insurrectionnelles et contre-insurrectionnelles. A l'inverse, rien n'est montré de la stratégie qui, elle, a vraiment existé, de conquête des cœurs déployée par l'armée française. On ne voit pas dans ce film de soldats instituteurs ou de soldats médecins envoyés au fin fond du Djebel, alors qu'ils ont pourtant bel et bien existé. Leur travail qui s'inscrivait dans une démarche de longue haleine de la France dans ces territoires. Je vous renvoie, chers auditeurs, aux travaux de l'historien Daniel Lefebvre sur le sujet. Dans le même ordre d'idées, dans ce film, le FLN ne tue que des soldats, même s'ils sont parfois désarmés. On ne voit rien des massacres de milliers d'Arabes et de Berbères fidèles à la France, qui ont eu lieu avant même l'indépendance et l'élimination des Harkis. Dans un film qui pourtant ne lésine absolument pas sur le violent et le sordide,
Il n'y a pas, par exemple, d'évocation des mutilations sexuelles imposées régulièrement par le FLN aux prisonniers avant leur exécution. Il s'agissait d'exhiber leur partie génitale pour terroriser l'ennemi. Rien sur les attentats aveugles dans les grandes villes. Je vous passe cette litanie de ce qui ne figure pas dans ce film et qui aurait pu y être. L'honnêteté implique de dire que ça n'enlève rien à la qualité formelle du film, hein, et notamment à la qualité des personnages, Absolument. qui sont globalement plutôt aboutis. Mention spéciale à 2 acteurs, Johan Eldenberg dans le rôle du colonel Bretner, qui n'en rajoute pas, mais qui remplit tout à fait son office. Et puis également Pierre Lotin dans le rôle du soldat Martilla. Alors Pierre Lotin, pour moi, c'était Wilfried Tuche, alias Tuche Daddy, dans la série de comédies sympa mais un peu bas de gamme qui a cartonné ces dernières années. Et vous pourrez le retrouver dans ce film dans un rôle surprenant de guerrier taciturne et musculeux, un peu Rambo sur les bords, qui cherche à être à la hauteur de son père mort en Indochine. En ce moment, à Beaubourg se tient une exposition consacrée à Christian Boltanski. Christian Boltanski, un artiste né en 1944. C'est un plasticien essentiellement réputé pour ses installations et qui est considéré comme une des figures majeures de l'art contemporain en France. Cette exposition qui se tient au Centre Pompidou s'intitule Faire son temps. Elle est ouverte en novembre et elle se poursuit jusqu'au 16 mars 2020. C'est une rétrospective qui présente une 50aine d'œuvres de Boltanski centrées sur le thème de la mémoire et sur le thème de la fragilité du regard qu'on peut porter sur une existence humaine. Claude, qu'en as-tu pensé ? Eh ben écoute, j'ai été, contre toute attente, plutôt séduit par l'exposition. J'ai trouvé chez Boltanski des réflexions intéressantes sur le mal, sur la mort, sur la vacuité de l'existence, thèmes artistiques s'il en est. J'ai quelques œuvres en tête, je pense notamment à son installation dite des concessions, qui figure en fait dans une pièce unique des photographies de cadavres tirées d'un magazine, accrochées au mur et recouvertes d'un tissu noir, avec des ventilateurs qui soulèvent très légèrement le tissu et qui permettent d'entre-apercevoir ce qui est caché, voilà, ce qui est finalement une métaphore du rapport que chacun d'entre nous peut entretenir avec la mort. Je pense aussi dans un registre proche à sa série dite des Suisses morts, qui est tirée du journal du Valais avec des photographies des nécrologies de différents habitants dont on annonce le décès. Par son système d'installation, puisque c'est généralement la forme que prend son œuvre, Boltanski réussit quand même à créer une atmosphère très, très oppressante, qui est faite à la fois de noirceur et de banalités extrêmes, avec ces 2 éléments qui se nourrissent mutuellement finalement. Une sensation d'obscurité qui est vraiment prégnante, ce qui n'est pas évidemment sans ambiguïté ni sans défauts éventuels. Le risque que j'ai perçu à plusieurs reprises, notamment dans sa représentation de la mort, c'est celui du relativisme. Je pense notamment à ses œuvres qui figurent sur 2 côtés d'un même drap, le portrait d'une victime et celui de son bourreau. Et puis bon, par ailleurs, malgré toute l'appréciation que j'ai pu porter à cette visite, on ne peut pas retirer le fait que Boltanski a clairement besoin de produire un discours pour donner du sens à son œuvre. Il y a clairement une nécessité du guide visiteur qui est fourni à l'entrée de l'exposition pour non seulement comprendre ce qui est vrai aussi d'œuvres classiques, mais aussi pour apprécier un tant soit peu ce qui nous est présenté. Finalement, l'art de Boltanski, bon, c'est pas un art représentatif, c'est pas non plus un art vraiment abstrait. On pourrait dire que c'est une sorte d'art dissertatif. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on pourrait dire que moins une œuvre artistique est consistante, plus il convient de la noyer sous des commentaires abscons. Je dis pas que c'est le cas de Boltanski, mais c'est le cas d'une partie de ses confrères de Beaubourg. Ça résulte aussi d'une alliance objective entre certains artistes contemporains et puis les critiques, dont la principale occupation consiste quand même à faire les malins. Plus on descend, plus on arrive à déceler de sens improbables ou cachés dans une œuvre, plus grand est le renom du dit critique. C'est la thèse par exemple que développe Bourdieu dans son Manet. Voilà, donc c'est un point de vue plutôt globalement positif, avec néanmoins des réticences, mais qui ne tiennent pas à Boltanski lui-même, qui tiennent plutôt au courant dans lequel il s'inscrit et qui est celui de l'art plastique contemporain.
Bon, j'admire, cher Claude, ta façon de présenter ton point de vue de façon nuancée en toutes circonstances. Toujours, bah, tu me connais. Le mien sera sans doute un petit peu moins nuancé. J'ai été globalement déçu par cette exposition parce que finalement, l'ambition de l'art contemporain, de l'art plastique contemporain d'une façon générale, qu'on peut contester, qui a été contesté par tout un courant de pensée dont tu pourras nous parler d'ailleurs, est une ambition assez claire qui n'est pas censée offrir une satisfaction esthétique comme une grande partie, contrairement à une grande partie de la tradition occidentale, mais une satisfaction intellectuelle. L'art abstrait a l'ambition de faire réfléchir, de faire mieux comprendre un problème, une grande question, ou en tout cas de la faire percevoir sous un angle différent à travers une œuvre en se disant finalement j'avais pas vu les choses sous cet angle-là et le fait de voir cette installation ou cette œuvre m'a permis de voir les choses sous un angle différent. Ici, finalement, la seule forme de satisfaction que j'ai ressentie, c'était pas vraiment une satisfaction intellectuelle ou l'impression que j'arrivais à saisir un problème sous un angle nouveau ou sous un angle différent, c'était plutôt de me dire, finalement, le type est malin, il arrive à me suggérer une idée d'une façon bien faite, mais sans me suggérer cette idée sous un angle nouveau. Il y a des œuvres dans cette exposition qui sont assez réussies. Alors, il faut signaler que finalement, un des éléments les plus réussis de l'exposition, c'est son intitulé, Faire son temps, qui est une belle formule qui suscite la réflexion. Mais au-delà du titre de l'exposition, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont intéressantes. Par exemple, il y a une œuvre qui date de 2001 qui s'appelle La vie impossible de CB, de Christian Boltanski, qui est une tentative d'autobiographie à travers une installation qui figure plusieurs dizaines, voire centaines d'objets qui sont amassés dans un tableau et faiblement éclairés par un néon qui éclaire surtout les objets situés dans la partie supérieure du tableau. Donc on a des billets d'avion, des lettres qui ont été échangées, etc. Et des photographies. Et seul finalement un certain nombre d'objets est éclairé par le néon qui est situé en haut du panneau. Le reste est placé dans l'obscurité. Et c'est une tentative d'autobiographie désordonnée qui figure bien toute la difficulté qu'il y a à saisir une existence. J'ai trouvé que c'était l'exemple d'une œuvre maligne, bien faite, mais qui finalement ne nous permettait pas de saisir une idée nouvelle, parce que cette idée qu'elle veut nous faire passer que l'existence humaine est une chose difficile à saisir, et en particulier difficile à saisir une fois qu'elle est terminée et qu'il n'en reste que des objets physiques, l'idée finalement d'une certaine banalité et dont on avait tous conscience avant de voir cette exposition. Donc c'est quelque chose de parfois bien fait, parfois malin, parfois plus maladroit et moins réussi, mais qui, je trouve, ne réussit pas à coller à l'objectif que s'est fixé l'art contemporain et à sa prétention d'art visant à éclairer l'intellect. Bah, je soupçonne, Antoine, que les critiques que tu formules puissent s'appliquer à Boltanski, certes, mais qu'elles valent également pour l'art contemporain, l'art plastique contemporain, en tout cas de manière plus générale. Bon, alors, j'ai en tête, et tu as aussi en tête, les cas paroxystiques dont les médias se font l'écho. Peut-être avez-vous vu, chers auditeurs, récemment sur vos fils d'actualité internet, cette œuvre intitulée Comédiane, donc, qui est en fait une banane scotchée à un mur, et qui a été vendue 120 000 euros, et achetée aussi 120 000 euros, ce qui est encore plus surprenant, qu'on puisse la vendre à 120 000 euros, mais qu'on puisse l'acheter à 120 000 euros, ça laisse pantois. Une œuvre qui a été décrochée du mur à Miami Beach par un spectateur taquin qui a mangé la banane qui valait aussi cher. Bon, ça c'est un côté un peu ridicule, mais en fait, ce genre de performance, on traverse l'art du XXe siècle depuis Marcel Duchamp et ses fameuses urinoirs. Je pense également à la fameuse Merda d'Artista en version originale, qui est une œuvre de Manzoni qui a mis en boîte de conserve ses excréments en cherchant à les vendre au prix de l'or, ce qui n'a pas trop marché de son vivant, mais qui a ensuite beaucoup marché après sa disparition. Ils avaient peut-être une valeur particulière. C'est peut-être une matière qui bonifie. Quelqu'un a-t-il ouvert les boîtes de conserve pour vérifier? C'est vrai. Je pense que l'investissement est tel que les acquéreurs ne se sont pas risqués à ce genre de vérification. La déception aurait pu être grande. Quoi qu'il en soit, voilà, donc Manzoni qui a vendu ses excréments en boîte de conserve. Bon, on connaît aussi les méfaits de Koons qui se sont répandus dans Paris
lors de la dernière mandature municipale. Bon, le problème n'étant pas qu'on représente des déjections, qu'on représente l'ordure, le cadavre, la pourriture, parce que, oui, je suis d'accord, la beauté peut se trouver partout. Ça, Baudelaire nous l'a appris. Quand Baudelaire écrit Une charogne, il arrive à faire surgir la beauté de l'immondice. Mais pour ça, il faut savoir sublimer l'immondice. La poésie baudelairienne y arrive, Jeff Koons n'y arrive pas. Et donc, à titre personnel, je serais nettement moins sévère envers Boltanski qu'envers le reste de sa corporation qui est sise à Beaubourg. Je pense qu'il existe chez lui une quête du sacré qu'un certain nombre de ses confrères ont répudié alors qu'elle est à l'origine de l'art lui-même en très grande partie. Je pense notamment à sa série des Véroniques, qui figurent des visages de femmes imprimés sur du papier, tirés sur du papier calque, et puis qui sont ensuite posés sur des tissus qui par leur pli contribuent à rendre l'image un peu floue, qui sont inspirés donc du voile de Véronique. C'est cette femme qui, lors de la Passion du Christ, ôte son voile pour essuyer le front de Jésus. Boltanski qui est travaillé par le sacré et qui n'est pas non plus un ravi de l'époque, c'est-à-dire que lorsqu'il est interrogé, il refuse qu'on le qualifie d'artiste moderne ou contemporain. On l'a entendu déclarer à plusieurs reprises que l'idée de progrès en art était une idiotie complète, et que les collections du Centre Pompidou regorgeaient de nombreuses horreurs, ce qui est rassurant quand on peut faire soi-même le même constat. Et à sa façon, je pense que Boltanski vaut vraiment mieux que Soulages, Pierre Soulages, qui fait également actuellement l'objet d'une grande exposition à Paris, qui est au Louvre. Voilà, le Louvre qui fête en grande pompe le centenaire de Soulages. Vous savez, Soulages, c'est ce peintre des monochromes noirs, supposément mystique, avec de légères striures blanches, de légers reflets qui sont censés apporter des nuances, mais qui sont en fait ces tableaux marqués par une haine de la représentation, et un mépris de fer pour le monde physique, concret, tangible. Il n'y a vraiment rien qui transparaît dans ces tableaux monotones, désespérément monotones. Et ben, on ne peut pas formuler une telle critique envers Boltanski, qui lui n'a pas renoncé complètement à la représentation et à la figuration du monde. Oui, en fait, ce que tu nous dis montre bien qu'on ne peut pas saisir l'art contemporain comme un bloc, et que les critiques qui sont faites très souvent à l'égard de l'art contemporain, en le prenant comme un bloc un petit peu caricatural, sont parfois excessives, et que finalement j'ai l'impression que les travers qu'on impute à l'art contemporain ne sont pas imputables à sa démarche en tant que telle, une démarche qui est de constater que la culture artistique, dans les codes qu'elle s'était fixés jusqu'au début du XXe siècle ou jusqu'au milieu du XXe siècle, était arrivée dans une sorte d'impasse, et qu'il y avait une nécessité de casser les codes, de casser les barrières qui séparaient les différentes formes d'art, pour pouvoir justement avancer et se renouveler, et ne pas être dans l'imitation constante. Finalement, cette démarche n'est pas critiquable en soi. Ce qui est critiquable, c'est qu'elle soit arrivée en même temps qu'une évolution globale du monde de l'art qui est devenu un marché. Et finalement, cette injonction permanente à casser les codes, car on est arrivé au bout de quelque chose, est motivée par le fait que l'art contemporain est devenu un marché et qu'il y a un besoin de se renouveler dans un but purement spéculatif, pour produire des œuvres nouvelles qui permettront d'avoir accès à un public nouveau, qui pourra donner une valeur financière et spéculative à l'œuvre qui est produite. Et on peut penser à des domaines de l'art contemporain, c'est-à-dire de l'art produit depuis 1945, si on prend son acception strictement chronologique, mais aussi de l'art qui casse les codes, qui renouvelle le genre, hein, si on prend une acception plus méthodologique, je dirais, de l'art contemporain, qui échappe à cette dimension spéculative. Par exemple, la musique contemporaine. La musique, par sa nature même, ne peut difficilement être un objet de spéculation, parce que le prix d'un billet de concert ou le prix d'un CD, d'un enregistrement musical, ne peut pas s'envoler jusqu'au ciel. Et on a des exemples particulièrement intéressants d'art contemporain qui, sous sa forme musicale, a suivi cette démarche de façon constructive, sans tomber dans les excès qu'on peut trouver en particulier dans les arts plastiques, qu'on ne retrouve pas en particulier chez Boltanski, mais plutôt chez un certain nombre d'artistes, plasticiens ou dans des installations d'art contemporain.
Je pense, pour revenir à la musique contemporaine, que des artistes comme John Adams, comme Steve Reich, comme Philip Glass, c'est-à-dire toute cette école américaine du minimalisme qui a trouvé que le formalisme en musique, le dodécaphonisme, la musique sérielle, avait atteint un niveau de conceptualisation trop absurde et qui a cherché à faire un retour à la tonalité sans pour autant revenir aux formes de la musique classique telle qu'elle était entendue en Occident, a produit un résultat tout à fait intéressant qui a échappé à cette démarche spéculative et qui nous prouve que finalement la démarche de l'art contemporain n'est pas à condamner dans l'absolu, mais plutôt qu'il faudrait s'élever contre cette tendance à la marchandisation de l'art qui est finalement le véritable fléau de notre époque. Mais je pense que cette tendance que tu évoques tient en grande partie au fait qu'au cours du XXe siècle, l'histoire de l'art occidental a tendu à abaisser la beauté pour élever l'idée. C'est-à-dire que la beauté qui était l'aboutissement naturel et intrinsèque de la création artistique des siècles précédents, finalement, a été vue non seulement comme quelque chose d'accessoire, et même parfois comme quelque chose de néfaste ou d'illusoire. Depuis Duchamp, depuis les urinoirs que j'évoquais tout à l'heure, ce qui compte dans l'art du temps, c'est l'originalité, c'est le fait de marquer par l'aspect malin que tu évoquais, c'est donc aussi très souvent la provocation. Je pense notamment aux écrits sur le sujet d'un philosophe britannique qui nous a hélas quittés voici quelques jours, Roger Scruton, qui est un philosophe de l'esthétique et qui a très bien décrit cette tendance que j'évoquais. Bon, néanmoins, il ne s'agit pas de confondre ce qu'on appelle généralement l'art contemporain avec tous les types d'art que notre époque peut produire. Il existe des artistes contemporains qui ne font pas de l'art contemporain au sens de courant artistique. J'ai notamment en tête une exposition qui s'était tenue il y a un an ou deux à la mairie du 5e arrondissement et qui s'appelait Présence de la peinture en France depuis 1974. Une exposition qui mettait en valeur des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, des graveurs qui n'avaient pas renoncé à la beauté et qui, en conséquence immédiate, n'avaient pas non plus renoncé à la représentation. Alors, bon, ce sont des noms qui évidemment résonnent moins profondément que ceux de Koons ou de Boltanski, des gens comme André Boubounel, Gérard Diaz, Philippe Garrel, que j'ai découvert à cette occasion et qui sont loin d'être médiatisés de manière aussi large. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'art contemporain n'est pas l'horizon indépassable de la création de notre temps. Il existe des gens, il existe des artistes qui rejettent ces canons et qui s'accrochent à cette vieille tradition de l'art occidental qui a encore beaucoup à nous offrir. Et oui, chers auditeurs, c'est déjà la fin de ce deuxième numéro de l'Art et du Cochon. Bon, je vois que tu es triste, Antoine, mais nous nous retrouverons le mois prochain. Oui, nous nous retrouverons très vite. Bon, à très vite, chers auditeurs. On se retrouve début mars. À très vite.